En voiture, en moto, avec un ou plusieurs protagonistes, drôle, triste, romantique, violent, le road movie, genre américain par excellence, peut se décliner de 1000 manières. Ils se font tellement dans d'autres genres de cinéma que je n'y avais même pas pensé avant de me poser dans mon siège pour une double séance il y a quelques semaines. C'est vrai qu'entre un vieux passeur de drogue brouillé avec sa famille et la tournée d'un pianiste noir accompagné d'un gros chauffeur italien dans les États racistes du Sud, il n'y a pas beaucoup de points communs. Et pourtant, à bien y regarder, il y en a au moins un. La route. Clint Eastwood, c'est une icône, le dernier dinosaure du cinéma américain. Un géant comme on n'en fait plus. Après avoir explosé aux yeux de tous dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, Clint traînera sa grande carcasse de western en film policier à la fin des années 60, avant de, la même année, en 71, faire ses débuts de réalisateur avec Un frisson dans la nuit et de trouver un nouveau rôle culte sous les traits de l'inspecteur Harry. Durant les 70s, rien ne résiste à Eastwood, réussissant même à rendre cool un film avec un orang-outan. C'est dire. Après les années 80 moins prolifiques et aux films qui fluctuent entre le très bon et le très moyen, il fait son grand retour en 92 avec une œuvre que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme sa plus importante. Un retour au western qui sonnait déjà comme un au revoir au genre qui avait fait sa gloire. Impitoyable. Son mojo retrouvé, il accumule les grands films, tapant presque un sans faute pendant 15 ans, collectionnant les prix en chemin. Et nous voici en 2008. À presque 80 ans, Eastwood sort Grand Torino. Magnifique hommage à lui-même, à ses personnages fétiches, froid et distant, mais cachant un grand cœur. Le final était évocateur, clair et brillant. Il venait de nous dire au revoir, tirant un trait sur sa belle carrière d'acteur, se concentrant maintenant sur la réalisation uniquement. Et comme c'était si bien fait, si beau, personne ne s'en est plaint. Personne n'a vraiment, je pense, regretté de ne plus voir Clint devant la caméra. Le gars se faisait clairement vieux, il a réussi sa sortie, comment lui en vouloir? Toujours est-il que, plus de 10 ans plus tard, le revoilà. Il a repris sa caméra et peut-être parce que ça lui manquait, peut-être parce que son dernier film a fait un bide et qu'il s'est dit que sa tête sur l'affiche ça ferait vendre, peut-être qu'il a tellement apprécié le script qu'il s'est dit que c'était un rôle pour lui. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'histoire retiendra que la retraite d'Eastwood aura duré 11 ans. Get off my lawn. You better watch your back. Thank you. Enfin, pas tout à fait. Il a eu un rôle en 2012 dans un film de baseball avec Justin Timberlake. Camoulox. Mais est-ce que ça compte vraiment? Mais bref. En 2019, un retour, est-ce que ça en valait la peine? Bah, pas vraiment. Je m'explique, et je vais revenir dessus un peu plus en détail après. Mais pour moi, c'était ni un rôle, ni un film pour lequel Clint Eastwood avait besoin de revenir. Le personnage est sympa, attachant, oui, mais ne porte pas en lui un message fort comme Kowalski dans Grand Torino. Et le film est beaucoup moins puissant. Cela dit, en y réfléchissant, je me dis que si Grand Torino était un message de Clint acteur et réalisateur, dans The Mule, c'est plutôt l'homme, le mari, le père, le grand-père, qui parle. On suit donc un vieil horticulteur, Earl Stone, passionné par ses plantes et admiré par ses pairs. Le souci, c'est qu'à côté de ça, Earl a une famille, une ex-femme et une fille dont il va rater le mariage, cassant définitivement le peu de lien qui restait entre eux. Après qu'il ait déjà loupé des baptêmes et autres anniversaires, préférant ses fleurs et ses remises de prix. 12 ans après le mariage, son commerce ayant été coulé par ce maudit internet et sa maison ayant été saisie, il revient comme si de rien n'était, on peut presque dire qu'il revient comme une fleur, à la fête de fiançailles de sa petite fille. Bien entendu, sa fille et son ex-femme ne sont pas du genre à pardonner facilement, et l'envoient gentiment chier. Surtout lorsqu'elles comprennent qu'il est là parce qu'il a nulle part où aller, et pas spécialement pour faire plaisir à la famille. Tout n'est pas perdu cela dit, puisque dans les invités se trouve un proche d'un cartel mexicain, qui se dit qu'un petit vieux blanc comme un cul, ça serait bien pratique pour passer de la drogue. Surtout que le gars se vante haut et fort de ne jamais s'être fait arrêter ni choper pour excès de vitesse. Earl va donc, sans vraiment s'en rendre compte, devenir une mule pour le cartel. Il sait pas ce qu'il transporte, mais il touche pas mal d'argent, donc il continue. En profitant au passage pour acheter une maison, une nouvelle voiture, et en aidant un peu sa communauté. Il est comme ça, Earl, c'est un généreux. Mais un jour, alors qu'il avait promis de ne pas le faire, il ouvre un des sacs, rempli de drogue. Et on va pas se mentir, il s'en fout un peu. Il transpire un peu plus quand il passe à côté des flics, mais ça l'empêche pas de transporter de plus en plus de coke. Il finira même par rencontrer le Big Boss, ce qui nous permettra de nous rendre compte qu'Andy Garcia est toujours parmi nous, et qui permet surtout à Clint de filmer des culs pendant 5 minutes, et d'avoir son deuxième plan à 3 du film. Et je déconne même pas, le gars est en roue libre. Il s'est dit c'est mon dernier film, je me fais plaisir. Malheureusement, le cartel subit un léger changement de direction, et Earl se retrouve dans une situation un peu moins posée qu'avant. En gros, maintenant, il la ferme, il passe la drogue sans faire de pause sandwich ou pute, et s'il est pas content, il finit dans le coffre. Pendant ce temps-là, pour donner du boulot à quelques potes et étoffer un peu son scénar, on suit vite fait l'enquête des stupes. En gros, ils savent qu'il y a un trafic de drogue, ils trouvent un pauvre gars qu'ils utilisent comme indique, et puis basta. Alors je vais maintenant parler de la fin et expliquer un peu ce qu'elle implique pour moi, et revenir sur le message général du film. Du coup, je vais spoiler un peu. Même si on peut pas vraiment dire qu'il y ait matière à twist, on n'est pas chez Chien Malade. Mais si vous voulez pas savoir comment ça finit,
Vous êtes prévenus. Je vous laisse 2 secondes. Alors qu'il livre une énorme cargaison et que les flics sont à ses trousses, Earl reçoit un coup de fil. Son ex-femme est en train de mourir et, après des années d'absence, ce serait pas mal si, pour la dernière fois, il pouvait être un peu là. C'est donc avec genre 300 kilos de coke dans son coffre qu'il débarque à la veillée de son ex, sort les grandes excuses à la vieille et à sa fille, va même à l'enterrement, et se fait inviter par sa fille pour Thanksgiving prochain. Bref, tout est bien qui finit bien, sauf que son ex-femme est morte. Et il se dit que, même une semaine plus tard, il est toujours temps d'amener la drogue à bon port. Sauf qu'il se fait retrouver par les gros bras du cartel, qui lui cassent la gueule en hors-champ, mais le laisse quand même en vie parce que, tu comprends, il revient de l'enterrement de sa femme, il a une excuse. Genre c'est le certificat médical ultime pour te sauver la vie. Malheureusement, en route, il se fait arrêter. Et Bradley Cooper est un peu comme ça, parce qu'il l'a croisé dans un diner quelques scènes plus tôt. Il est emmené devant la cour, et alors qu'il aurait pu s'en sortir avec un bon avocat, qui aurait fait jouer les menaces et le fait qu'il était vieux et faible, il se lève et plaide coupable. Pour tout. Et c'est pour moi là qu'est le gros message du film. Dans ce qui est presque la dernière réplique peut-être de la carrière de Clint. Il est coupable. Et il l'assume. Pas pour la drogue, non. Ça on s'en fout. Mais pour avoir été un père et un mari absent. Ayant la patience de voir ses films fleurir, revenant à la maison avec les pieds de plomb, ne pensant qu'au prochain tournage. Se sentant mieux avec ses collègues et aimant être admiré et prisé. Préférant être la légende qu'il est, plutôt qu'un homme proche de sa famille. Et c'est pour ça qu'il est coupable. Et c'est pour ça qu'il donne ses leçons à Cooper. En disant qu'il faut faire passer la famille avant tout. Qu'il ne doit pas reproduire ses erreurs. Et qu'il s'excuse encore et encore à sa femme, sa fille et à sa petite fille. Vous voulez une preuve en plus ? Il a cassé sa propre fille pour le rôle. Il s'excuse aussi peut-être pour être un vieux con, mais ça m'étonnerait. Je dis pas ça du tout méchamment, son personnage étant plutôt drôle et ignorant que méchant. Mais c'est clair que quand sur tout un film t'arrives à insulter les noirs, les lesbiennes, les mexicains et plus ou moins toute personne qui possède un GSM, t'as beau jouer la carte du gars dépassé par la société, ça va fatalement en faire gueuler plus d'un. Au final, je crois qu'il est comme ça, Clint. Il est de la vieille Amérique et on ne changera plus. Et comme le dit son personnage à celui de Cooper, lorsque celui-ci lui dit qu'on perd son filtre lorsqu'on vieillit, Clint lui répond qu'il n'en a jamais eu. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. C'est marrant comme une carrière peut changer d'un coup. Peter Farrelly, qu'on connaît plus en duo avec son frère, c'était un habitué des comédies pour ados comme Dumb and Dumber, Fou d'Irène ou Marie à tout prix. Il était en général co-réalisateur et scénariste. Du coup, on peut dire que c'est à lui qu'on doit ça ou ça. Alors, quand on sait que son nouveau film raconte l'amitié entre un Italien du Bronx bien raciste et un pianiste noir dans l'Amérique profonde des années 60, ça intrigue autant que ça fait peur. On nous présente d'abord Tony Lip, videur dans une boîte new-yorkaise, père de famille aimant, mais homme peu éduqué et surtout raciste au point de jeter des verres utilisés par des ouvriers noirs venus réparer quelque chose chez lui. Lorsque la boîte dans laquelle il travaille ferme plusieurs mois pour rénovation, il doit vite trouver un nouveau job pour mettre de la bouffe sur la table. Son énorme appétit lui rapporte bien $50 lorsqu'il gagne à Paris dans un resto du coin, ingurgitant plus de hot dogs que son adversaire, mais comme il le dit lui-même, il pourra pas manger 25 hot dogs tous les jours pour nourrir la famille. Une opportunité en amenant une autre, il se retrouve chez le fameux Dr Don Shirley, musicien incroyable à la couleur d'ébène. D'abord peu emballé, il accepte d'être son chauffeur pour sa tournée dans le sud, la paye étant très bonne. Pour l'aider à trouver de bonnes adresses, il reçoit le fameux Green Book, qui ne veut pas dire livre vert mais plutôt livre de green. Un guide publié presque tous les ans entre les années 30 et 60 aux États-Unis, qui recensait les lieux dans lesquels les voyageurs noirs américains pouvaient séjourner, et qui avait été créé par Victor H. Green. Parce qu'à cette époque-là, la ségrégation raciale était présente, mais surtout légale. Et va ainsi commencer une belle histoire entre les deux hommes, chacun apprenant de l'autre, d'un état à un autre, d'un hôtel à un autre, d'un concert à un autre. Mais bien entendu, dans le sud, tout ne va pas se passer parfaitement. L'hypocrisie de la haute société blanche applaudissant le musicien mais ne respectant pas l'homme, l'obligeant par exemple à utiliser des toilettes pourries à l'extérieur ou lui refusant l'accès au restaurant de l'hôtel où il allait se produire le soir même, va créer un malaise tellement énorme que nous, public, de l'autre côté de l'écran, on aura souvent envie d'envoyer une grosse droite au connard en question. Et on jubilera lorsque Tony, lui, pètera le nez du 10e vieux con à sortir la même excuse « Oui mais vous savez, ça a toujours été comme ça chez nous ». Comme ça peut paraître simple, classique, presque cliché. Le blanc un peu beauf et raciste qui va se lier d'amitié avec le black chic et éduqué, ça a déjà été fait, bien sûr. Et c'est clairement un film formaté pour les Oscars. Mais ici, ça fonctionne tellement bien, le duo d'acteurs est génial, Viggo Mortensen totalement à l'opposé de ses rôles habituels, ici gras, peu soigné, jurant toutes les deux phrases. Toujours une pizza ou un burger à la main, il crève l'écran. Et face à lui, Mahershala Ali, révélé dans les 4400 et sacré l'année passée pour Moonlight, dégage une telle prestance, un charisme calme et dosé, qui cache une rage et un malaise terrible. Et il le joue à la perfection. On reviendra bientôt sur mes prédictions pour les Oscars, mais pour moi, le duo est bien placé.
En plus du jeu d'acteur parfait, du rythme et de l'alchimie entre les deux personnages, l'écriture est super soignée, que ce soit généralement pour toute l'intrigue, l'intro, les trajets en voiture, l'enchaînement des situations, que pour les dialogues, souvent très drôles, parfois touchants, toujours justes. Si je devais trouver du négatif, ce que je fais souvent quand on parle de film, je dirais que j'ai trouvé étrange que le personnage de Tony ne soit pas plus clairement dérangé par la couleur de peau de Shirley, mais c'est du chipotage. Je ne peux que conseiller vivement Green Book qui, entre road movie et buddy movie, est pour moi le film du mois de janvier, et au-delà de ça, un film important. Voilà, j'ai fini de rattraper mes films de janvier, enfin. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Dragon 3 et Alita, actuellement au cinéma, et pour l'analyse de Tuernay. Ciao!